En fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, on va regarder le vivant à différentes échelles. Donc, on va regarder comment le vivant fait pour réaliser une fonction, et comment ça peut se faire chez tel organisme à l'échelle de la structure ou de la matière, à l'échelle d'un organe, à l'échelle d'un organisme. Et en fait, une solution, par exemple, pour répondre à un problème donné, par exemple, si on parle thermorégulé, on va pouvoir autant regarder le poil, la section triangulaire du poil de la fourmi argentée du Sahara que la stratégie de regroupement du manchon empereur, par exemple. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'on va faire plein de zooms, on va regarder le vivant en fait à plein d'échelles, du très petit au très grand en passant par l'échelle écosystémique, et les solutions que ça va nous inspirer vont pouvoir s'incarner en tout cas aussi à l'échelle de matériaux, de produits, de services, de systèmes, d'habitat, de territoire ou de formes d'organisation. Voilà, c'est très varié. Si vous êtes déjà un peu penché sur comment fonctionnent des organismes vivants, en fait, déjà, on sait de loin pas tout de comment ça marche. Et quand on sait comment ça marche, on est rarement capable de reproduire les mêmes mécanismes technologiquement, et d'autant plus avec une performance environnementale, comme nous on l'appelait dans notre méthode, ou un impact écologique équivalent. Donc, du coup, je pense pour moi, la véritable raison qui fait que ça ne se développe pas pour l'instant, c'est surtout si on le prend au sens très littéral, où on essaye vraiment beaucoup en fait, de reproduire ou d'imiter des mécanismes, notamment à petite échelle. En fait, très vite, on part dans des cycles de R&D qui demandent de la recherche pendant des années, du transfert de technologie, beaucoup d'industrialisation, beaucoup de travail autour de ça. Et en fait, il y a très très peu de gens qui peuvent se payer ça, sans compter le fait que des fois, c'est aussi tout simplement purement pas possible, voire pas souhaitable non plus. Des approches low-tech du biomimétisme aideraient aussi à le déployer. Et d'ailleurs, dans les champs où c'est déjà là, par exemple en agriculture, c'est peut-être les champs aussi où le biomimétisme, qui ne s'appelle pas forcément comme ça par là-bas, est le plus déployé aussi. Donc en fait, la bouilloire telle que vous l'avez affichée là sur la slide, le seul processus de production qu'on connaisse aujourd'hui pour la réaliser, c'est l'impression 3D. Et à ce moment-là, c'est une technologie émergente, et du coup, on fait le pari qu'elle va se démocratiser dans les années qui viennent. Donc c'est quand même déjà un peu une bouilloire du futur. On se dit, le temps que nous, on travaille pour l'industrialiser, la technologie va être prête et après, ce sera bon. Et du coup, il y a vraiment derrière cette impression 3D, cette réflexion sur l'impression 3D est une façon de rendre un objet accessible. Parce que du coup, on peut mettre les plans en open source. Et du coup, n'importe qui a accès à cette machine, potentiellement dans un Fab Lab, si elle se démocratise assez vite, pourra l'imprimer. Donc il y avait l'envie d'avoir d'un côté pouvoir la produire en série et la commercialiser, mais rendre les plans accessibles pour une autoproduction. Je me demande si, je crois qu'il me semble à l'époque on avait déjà croisé Bacillus pasteuri, donc qui est en fait une bactérie qui permet d'agréger du sable en grès. Typiquement pour faire de la réparation en cas de brisure ou comme ça pourrait... Ça, pareil, c'est semi-prospectif un peu, mais on pourrait imaginer une petite plateforme de réparation quelque part, un peu sur le modèle qu'a Eastpak pour réparer tous les sacs usagés garantis à vie, d'avoir un petit labo avec de quoi pouvoir venir reposer du sable dans des fissures, ou pour même recoller des morceaux de pièces inoculés avec Bacillus pour resolidifier.